très heureux de vous retrouver pour l'entretien, votre émission d'interview sur AR1. Je reçois ceux qui font le monde, qui la dirigent, qui la gouvernent et ceux qui en parlent le mieux et ceux qui la font vivre. Aujourd'hui, j'accueille Bintili Diallo par visioconférence, ancienne journaliste de BFM TV, France Info ou encore LCI, en reconversion dans la musique. Bonjour à vous, Bintili. Bien. Alors, ma première question, quel est votre parcours ? Et mon parcours assez classique pour les journalistes des années 2010, on va dire. J'ai fait une école de journalisme, l'IUT de Tours, pour ne pas la nommer. Je suis tourangelle, je suis née à Tours. Et je suivais un peu le parcours d'Harry Roselmack, qui était au lycée avec mes sœurs à Tours, qui a fait l'IUT de Tours. Je me suis dit, mais il faut suivre Harry. Harry, c'est le chemin tout tracé. Donc, du coup, j'ai fait l'IUT de Tours en 3 ans. Je voulais me spécialiser en télé, parce que la télé m'a toujours attirée. Et quand on m'a dit que dans les premiers contrats qu'on avait, c'était souvent en télé locale, qu'il fallait partir tout seul avec la caméra, ça m'a stressée parce que j'ai une belle scoliose qui me fait parfois des petites douleurs au dos et aux épaules. Je me suis dit, je ne vais pas être capable. Donc, je me suis dit, tant pis, ce sera la radio. J'avais déjà fait un peu de radio en associatif. Et je me suis dit, il y a plein de gens, comme Harry Roselmack, encore une fois, qui ont fait de la radio et qui se sont reconvertis après en télé. Donc, j'ai un peu vu le passage comme ça. Je me suis dit, fais radio, ce sera plus simple. Et après, tu rattraperas la télé si vraiment tu as ça dans le sang. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait radio. Après, j'ai fait une licence radio à Tours toujours avec l'IUT de Tours. C'est super. Il y avait des partenariats avec RTL, avec France Inter. Donc, on avait des stages écoles, des week-ends de pige. Donc, ça permettait vraiment d'être dans le réel. Donc, j'ai été diplômée de l'IUT de Tours en 2012. Et donc vous êtes arrivé ensuite à BFM TV, France Info, puis LCI à la télé. Pourquoi ce choix de la télé qui est arrivé du coup après la radio ? Comme je le disais à l'instant, la télé, ça a toujours été quelque chose en moi. J'ai fini par comprendre récemment un peu pourquoi en fait la télé était tout le temps allumée chez ma mère quand j'étais enfant et ado, et particulièrement devant le 20h, devant à l'époque Anne Sinclair, 7 sur 7. Quand j'étais petite, le dimanche soir, elle me faisait maîtresse devant Anne Sinclair. Donc je voyais cette femme avec ses yeux immenses qui interviewait À l'époque, c'était quasiment que des hommes, les hommes puissants de notre monde. Je pense que ça a créé quelque chose. Chez moi, voilà, la télé était tout le temps allumée. Il y avait aussi France Info toujours en fond. Il y avait LCI aussi beaucoup. Donc, je pense que c'était un peu quelque chose de dédié. Puis pour moi, la télé, c'était de l'autre côté. Voilà, je viens d'un milieu pas pauvre, mais modeste. Voilà, ma mère était prof de maths. Et ça me paraissait un peu loin, un peu les paillettes. Et en même temps, je me disais, j'ai envie de passer le pont. C'était un peu ça, la télé. Donc à travers votre parcours, quelle est votre meilleure et votre pire interview que vous avez fait, puisque sur LCI, vous meniez des interviews dans la matinale de Pascal de la Tour du Pin, d'ailleurs qu'on a reçu il y a presque un an dans cette émission. Euh, Quelle est votre pire et votre meilleure interview ? Hyper dur. Ah là là. En plus, c'est dur parce que c'est des gens connus. Alors, si je balance, on va dire que les deux pires, bon, on va dire la pire, c'est dur, mon Dieu. La pire, c'était peut-être Fabrice Eboué. C'était à 11h du matin dans un théâtre parisien où il jouait. J'adore Fabrice Eboué, il me fait beaucoup rire. Et moi, j'aimais bien faire les interviews à 11h du matin. Comme ça, je sortais de la matinale, j'allais en interview et je faisais ma sieste. Et je dis à son attaché de presse, Fabrice Eboué, je sens que c'est pas un mec de 11h du matin. Parce que moi, à la base, si j'étais pas en matinale, je suis pas non plus une fille de 11h du matin. Et je lui dis, je le sens pas le matin. Elle me dit, mais t'inquiète pas, Fabrice, il se lève tôt. C'est un cliché, pas de souci. Et en fait, il a été pas cool. Il avait son thé. Je lui dis, attention, avec votre cuillère, ça fait du bruit, les micros. Il me dit, on fait une interview du matin, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Enfin, il était pas cool, il était au 3e degré. J'étais obligée de poser les questions 3 fois pour qu'il me donne vraiment du fond. En plus, il y avait du fond dans son spectacle. C'était il y a 2, 3 ans, mais voilà, c'était le début des véganes, tout ça, ça commençait à prendre dans la société. Donc, il y avait plein de trucs intéressants dans son spectacle que j'avais en plus adoré. Mais il donnait pas, quoi. Il était désagréable. Et j'ai dit à son attaché de presse, tu vois, 11 heures, c'était pas l'idée. Et là, elle me dit, mais il a des problèmes en ce moment dans sa vie personnelle. Elle m'a un peu expliqué, je vous donnerai pas les détails. Et du coup, je me suis dit, bon, je comprends un peu mieux. Mais en fait, quand on est mal luné, on décale l'interview ou alors on met son sourire. Moi aussi, il y a des matins où j'étais mal lunée à la matinale et j'ai quand même mis mon sourire. C'est le boulot. Show must go on, en fait. Donc voilà, Fabrice Eboué, mais bon, je lui en tiens par rigueur. J'ai continué à aller voir ses films et ses spectacles. Mais bon, c'était vraiment... Et la meilleure alors ? La meilleure ? hyper difficile.
C'est marrant parce que j'ai vu des vedettes, soit Zucchero, Sting, Shaggy, mais en fait, je dirais peut-être Nolwenn Leroy, parce que Nolwenn Leroy, c'était mon idole quand j'étais au collège en cinquième. J'étais une folle de la Star Academy. Et Nolwenn, à chaque fois, je la ratais quand j'allais la voir à l'époque où j'étais pas journaliste. J'allais voir à la sortie de ses concerts et elle sortait pas vite. Et du coup, moi, il fallait que je rentre parce que ma mère, elle me remontait en voiture chez moi, parce qu'à l'époque, j'avais pas le permis. Et du coup, interviewer Nolwenn, la rencontrer, pouvoir lui dire tout ce qu'elle a fait pour moi, comme elle a été importante pour moi, ça a vraiment été un aboutissement. Ouais. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière? Le plus marquant, c'est Justin Timberlake à Cannes. Parce qu'en fait, on est censé aller faire le sujet avec mon collègue. Il y a Justin Timberlake qui présente le film Trolls où il fait la voix avec Anna Kendrick. On est censé le faire sur un ponton, mais c'est pas sûr, il doit pleuvoir, le sujet va peut-être tomber à l'eau. En fait, on va peut-être m'envoyer sur un autre sujet. Et j'avoue que moi, je me démotive un peu sur le sujet. Puis en fait, on y va, puis je me dis, mais t'es malade ou quoi? C'est Justin Timberlake. Et du coup, on se retrouve sur une espèce de ponton à Cannes. Il est arrivé avec Anna Kendrick en petit bateau, enfin à l'américaine. Ils ont dansé, il y avait des mannequins avec des perruques de toutes les couleurs. Du coup, on m'a prêté une perruque. Je me suis retrouvée avec une perruque rose sur la tête. À l'époque, je m'en fichais. Je crois que je ne me rendais pas compte du nombre de téléspectateurs qu'avait BFM. Je ne sais pas si aujourd'hui je ferais tout ça avec autant de spontanéité, mais au moins j'étais spontanée, c'est pas mal. C'était sur BFM. Oui, c'était sur BFM. Et je me retrouve à l'interviewer avec mon anglais approximatif, plus surtout mon stress monumental. Et je n'avais pas assez préparé. Et c'est l'époque où je m'amusais à chanter avec les artistes. Et du coup, ils avaient repris True Colors de Cyndi Lauper sur scène quelques secondes avant avec Anna Kendrick. Et je leur dis, allez, on se fait un trio. Et ils me disent non, les deux. Et tout d'un coup, Justin se lance et commence en découplé. Donc, du coup, on a chanté tous les deux. Ça a duré 30 secondes. Et je sais qu'à l'époque, j'étais tellement dans le speed, dans le bien faire, que limite, je ne vivais pas les moments à fond. Et là, je me suis dit, fais une photo, sois dans le moment présent. Et j'ai fait une photo de son regard à ce moment-là et je vous en parle, j'ai la photo. Parce que vraiment, je me suis dit, fais la photo. Et donc, le lendemain, c'était la folie. J'avais quelques collègues à BFM qui m'ont dit, on te déteste, c'est terminé. Donc, c'était vraiment, ouais, c'était... Jamais dans ma vie, j'aurais cru interviewer Justin Timberlake à Cannes. La mort de Johnny Hallyday, vous étiez sur LCI à l'époque. Pascal de la Tour du Pin nous avait confié justement que c'était l'un des moments qui lui a plus marqué depuis son arrivée à LCI. Comment vous, ça s'est déroulé? Comment vous avez pris l'antenne? Pascal nous disait qu'elle avait pris l'antenne assez tôt, autour de 4h30, 5h. Et vous, comment ça s'est passé? La folie, parce qu'en fait, on savait que ça allait arriver. Malheureusement, tous les jours, on nous annonçait sa mort et c'était jamais vrai. Donc déjà, c'était assez glauque. Puis c'est un artiste que j'apprécie, que j'admire. Donc moi, j'avais préparé de toute façon, c'est horrible, hein, mais c'est comme ça qu'on travaille. J'avais préparé ma nécrologie, j'avais préparé tous mes angles d'accroche. Donc j'étais prête. Mais on ne savait pas quand ça allait tomber. Et à l'époque, je dormais le téléphone allumé et elle m'a réveillée. Elle m'a réveillée, je crois, à 3h. Donc, 1 heure avant mon réveil normal, j'ai sauté dans la douche, j'ai sauté dans le taxi. Et dans ces moments-là aussi, on pense à ne pas mettre la tenue habituelle. Parce que quand il y a un mort, souvent, c'est la petite veste, c'est la veste noire. Donc, je me souviens avoir cherché ma veste noire. Mais elle est où? Mais non, c'est pas celle-là. Donc, voilà, j'ai sauté dans le taxi. Bien sûr, j'ai lu plein d'articles pour avoir les dernières infos fraîches. J'ai aussi regardé ce que faisait l'antenne qui avait commencé chez nous. J'ai aussi regardé ce que faisaient les collègues, parce que dans ces moments-là, c'est bien de voir aussi un peu ce que tout le monde fait. Et du coup, je suis arrivée à la rédac et c'est vrai que c'était un peu branle-bas de combat. Les chefs étaient là, les chefs voulaient qu'on prenne l'antenne tout de suite. Mais voilà, fallait le temps de préparer, fallait le temps de faire une antenne de qualité. Je me souviens qu'il y a un des chefs qui est venu mettre la pression à Pascal au maquillage. Elle lui a dit, oui, mais t'es gentil, je vais pas aller à l'antenne pas maquiller en fait. C'est parce que Johnny est mort qu'on va dire aux gens, coucou, on vient de se lever. On fait quand même de la télé. Mais je sais que ça a été un sujet, le maquillage, ce jour-là, c'était drôle. Et on s'est dépêché au maquillage. On a fait le service minimum, mais le service, on fait quand même de la télé. Et après, en effet, on a pris l'antenne en avance. Et petit coup de stress de savoir qu'on était sur LCI et TF1 en même temps. C'est la première fois qu'on prenait l'antenne sur TF1 aussi en pleine nuit. Alors, je ne sais pas en termes d'audience ce que ça a donné. Je regrette, je n'ai pas récupéré ces images-là. L'antenne jusqu'à 9h, il y avait plein d'invités qui s'enchaînaient. Ce qui change avec ces antennes-là, c'est qu'en fait, une matinale, c'est hyper rodé, c'est calibré. Et là, c'était... on y va. Bien sûr, il y avait plein de reportages de prévus, mais les invités, on ne savait pas qui on aurait, ça défilait. Oui, c'est un des moments les plus forts
que j'ai vécu en tant que journaliste, et notamment le samedi, j'ai fait l'antenne toute l'après-midi pour suivre la cérémonie, et c'était dingue de voir tous ces motards, tout ce monde et tous ces people dans une même église. Oui, ça a été une des semaines les plus intenses. Passons maintenant plus à votre passion, qui est la musique. La musique, c'est une ADN que vous avez en vous? Oui, la musique, ça a toujours été là. Du plus loin que je m'en souvienne, quoi. J'ai toujours fredonné, chanté. J'ai commencé à écrire mes premières chansons à 8 ans. Je me suis toujours dit, je serais chanteuse ou journaliste. À un moment donné, j'ai choisi, enfin, je me suis obligée à choisir. Et après, quand j'ai commencé à être pigiste, quand j'étais à BFM, j'avais plus le temps. Enfin, je ne trouvais plus le temps et j'avais plus d'inspiration. Et puis là, ça m'a rattrapée quand j'ai vu mes 30 ans arriver. Je me suis dit, mais en fait, tu ne peux pas réaliser un rêve et laisser l'autre de côté. Et vu que j'avais réalisé une partie de mes rêves de journaliste, de télévision, de culture, de rencontrer les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier de journaliste et ce métier de musicienne, je me suis dit, c'est le moment. Votre style du coup de musique que vous faites, vous faites des EP, des mixtapes. Quel est votre style de musique? Le premier EP que j'ai fait, c'était de la chanson française, acoustique, guitare-voix avec un caronne, parce que moi, j'aime les choses épurées, j'aime quand on entend la voix. Et je me souviens, j'ai fait écouter ça, on m'a dit, oh, c'est très chanson française, tu sais, en ce moment, on est plus sur la pop urbaine. Je me suis dit, ah bon? Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais quand même une enfant de Diams, que j'ai énormément écouté. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup à me pousser en fait, pour partir dans un truc un peu plus rapide, un peu plus rappé, un peu plus pop. Et du coup, je suis partie là dans la pop urbaine et je m'y retrouve bien. Et je suis en train de faire mon troisième EP. Donc le deuxième, c'était de la pop urbaine. Là, le troisième, je suis en train de le finaliser en studio cette semaine. Il sort fin février. Donc en ce moment, je suis dans de la pop urbaine. Après, je ne suis pas fermée. Dans une journée, si vous saviez les écarts de musique que je peux écouter. Mais je pense que ce sera, quoi qu'il arrive, ce sera toujours en français et ça repartira souvent d'une guitare. En plus, à l'actualité du moment, avec la pandémie qui traverse le pays pendant presque un an, on va bientôt fêter les un an. La musique a-t-elle changé avec la pandémie? Et plus largement, est-ce que la culture a changé? Est-ce que ça a changé votre vision de voir la culture? Il a changé forcément parce que moi, j'ai sorti mon deuxième EP 15 jours avant le confinement. Donc, j'avais des interviews filmées avec des concerts. Je devais faire une release party, inviter des amis, faire un concert. Donc là, on se retrouve chez nous parce que parfois, on a oublié la violence du premier confinement. On est chez nous tout le temps, à part une heure pour aller faire un tour. Donc oui, ça a changé. Et j'ai été surprise, dans le bon sens du terme, de la façon dont les musiciens se sont adaptés tout de suite à faire des lives sur Instagram, sur Facebook. Et au début, moi, je n'osais pas. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Puis au bout de 15 jours, je me suis lancée en partenariat avec une autre chanteuse. Ça m'a donné du courage. Et après, j'ai continué toute seule. Et oui, ça nous a obligés à nous renouveler, à changer nos modes. Je vois, il y a plein d'artistes qui peuvent plus tourner, notamment Suzanne ou Grand Encore Malade, qui du coup sortent plein de titres. Et on est content d'avoir des nouvelles chansons dans les oreilles à défaut de les voir en live. Donc, je trouve qu'on a su bien se renouveler et que c'est intelligent. Et puis, il y a certains comme M. Pokora là, qui sont passés en streaming payant. Pourquoi pas, si ça marche, c'est vrai que moi, payer pour un concert en streaming, je n'ai pas encore passé le cap, j'y arrive pas. Mais Oui, si on n'a que ça pour le moment, c'est plus rien. Justement, c'est ce qui en vient à mon autre question que j'allais poser. Ça va faire un an que les zéniths sont fermés. Quelle perspective? Est-ce qu'on peut avoir maintenant une autre vision? Est-ce que les zéniths, est-ce que les concerts pourront se présenter sous forme à travers un écran? Enfin, est-ce que ça restera après la pandémie? Ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ministre de la Culture. J'aimerais bien parfois avoir les compétences d'un médecin. Ministre de la Culture, j'aimerais pas en ce moment parce que la pauvre Roselyne Bachelot, elle n'arrive pas à justifier le fait que que les salles de concert sont encore fermées parce que vu comment on est entassé dans le métro, c'est injustifiable. Je ne sais pas, je pense qu'en effet, les zéniths, ça ne va vraiment pas être pour demain et que malheureusement, les artistes vont devoir s'adapter, mais ils avaient déjà très bien commencé à le faire à l'automne en jouant dans des plus petites salles, quitte à faire 2 concerts le même soir. C'est clair, c'est crevant, mais je pense que les zéniths, ce n'est pas pour tout de suite et que dans l'immédiat, on va être obligé de faire des concerts plus petits, assis et plus de dates pour l'artiste, donc plus de fatigue, plus de route, plus de tourbus, mais je crois que ça va être la seule façon de reprendre. Alors revenons un peu à vous et à votre musique. Alors Bintili, quel est votre chanteur préféré? Ah là, qu'est-ce qu'elle est dure cette question.
Mon chanteur préféré. Oh, j'écoute tellement de gens. Oh. Kerry James. Je crois que c'est le rappeur Kerry James. Parce qu'en fait, quand j'écoute ces chansons, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Je me dis, j'aurais pu l'écrire en beaucoup moins bien. En fait, c'est plutôt qu'il arrive à écrire ce que je pense et il l'écrit bien, mieux. Et des fois, j'ai l'impression que nos cerveaux communiquent, quoi. Le rappeur Kerry James, c'est voilà, dans plein de moments durs de ma vie, notamment à l'époque où j'étais à la fac, où j'arrivais pas à rentrer en école de journalisme. Ces paroles, ces musiques m'ont vraiment tenue debout, quoi. Donc je vais vous montrer son extrait. Vous allez me dire ce que vous en pensez et quels conseils peut-on donner justement à ces jeunes rappeurs. Minute de rap, hein. À qui faire confiance dans ce bas monde? Je serais capable de me sentir au plus bas si j'étais tout en haut. Vieux mec aux yeux de certains, mais j'arrive à gérer la honte. Je t'invite à te regarder de plus près car on est tous égaux. L'orage qui se manifeste entre les nuages, je veux qu'on m'écoute. Si tu demandais, je tournais la page. Disons que j'ai appris à me serrer les coudes. Et si tu m'écoutes, c'est que mon histoire te rend curieux. J'ai connu le désespoir, je ne veux plus être malheureux. La couleur qui me va le mieux, c'est le noir. Je me regarde dans le miroir, je me dis qu'est-ce que je vais devenir. Loris rêve de gloire, mais imagine le pire dans son avenir. J'en ai marre de rêver, j'aimerais que ça soit réel. Quand j'ai le blues, c'est pas de voir, mais la musique qui m'appelle. J'arrive d'en bas de la pente, je compte bien la remonter. Tout est possible avec de la bonne volonté. J'en ai marre de rêver, j'aimerais que ça soit réel. Quand j'ai le blues, c'est pas le devoir, mais la musique qui m'appelle. C'était bien, le rappeur avait l'air de bien rapper en rythme, parce que ça c'est quand même le plus important, quoi. Quand on est à côté de l'instru, on est quand même à côté. Le décor est joli, seul souci, ils se sont mis à côté d'un panneau de signalisation tout moche, dommage, mais ça a l'air bien, ils ont de l'envie, moi je trouve ça génial. Aujourd'hui avec son iPhone on peut tout faire, moi j'ai fait un clip avec un iPhone cet été, donc qui continue, quoi. Ça m'a l'air hyper prometteur, je ne me permettrai pas de juger. Et justement, quels conseils vous pouviez donner à ces gens qui veulent se lancer dans la musique? Si c'est plus fort qu'eux et si c'est en eux, de faire un saut dans le vide calculé, hein, parce que moi, il y a certaines personnes qui me disent « Mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» Le saut dans le vide, il est tout à fait calculé. J'ai mon ami Pôle emploi à côté. Enfin voilà, faire un saut dans le vide calculé, ne pas se dire « ça va marcher demain », tout lâcher, se mettre en précarité financière, je pense que c'est pas le but. Toujours faire en sorte de pouvoir payer son loyer et de ne pas se retrouver à la rue par amour de la musique. Je pense que ça aide personne. Se lancer, bien s'entourer, se poser des questions, les bonnes, être patient. Moi, je suis impatiente et des fois, ça me pose souci. Être patient, croire en soi, pas se mentir dans son art. Être soi, c'est déjà beaucoup. À présent, je vais vous montrer des images. Passons tout de suite à la rubrique l'entretien en images. Attic, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très marrant. Je l'ai croisé pas très longtemps après avoir quitté LCI. C'était au mois d'août. J'allais à une émission France Inter en live à Grande Contrôle. C'est dans le 12e à Paris. C'était gratuit. Il y avait une émission France Inter avec des artistes en live. Je me suis dit, je suis curieuse. Et je tombe sur lui que je ne connais pas. Il était avec une attachée de presse que je connais. Et elle me le présente et je me dis, tiens, c'est qui ce garçon? Donc, je suis allée écouter sa musique. Je me suis dit, c'est vraiment pas mal. Et voilà, je me suis dit, c'est bien, mais en ce moment, il y en a tellement des jeunes rappeurs que je suis passée un peu à côté. Et quand je l'ai vu dans Validé, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, le mec rappe comme un fou, le mec est un super acteur, charisme, tout quoi. Donc vraiment, ouais, je pense que c'est le rappeur de 2020, quoi. Avec Validé, ils ont fait un coup de poker terrible. Autre image, celle de Céline Dion. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Céline Dion, c'est un modèle hein, en tant que chanteuse pour moi. Bien sûr, quand je faisais des cours de chant, quand j'étais collégienne, j'ai chanté des chansons à elle. Je me suis égosillée sur My Heart Will Go On, comme plein de gens. C'est un petit regret, Céline Dion. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais interviewée parce qu'elle a fait une grosse série de concerts à l'époque où j'étais à BFM. Et c'est pas moi qui l'ai interviewée, c'est même personne du service, c'est Ruth Elkrief qui l'avait interviewée. Donc, du coup, il y a cette petite frustration de jamais avoir pu l'interviewer, jamais avoir pu la rencontrer parce qu'elle a l'air d'être une personne en plus magnifique et d'une gentillesse folle. Mais du coup, Céline Dion, ça me rappelle cette soirée de concert à Bercy où je l'ai vue pour la première fois,
où j'étais journaliste à BFM et j'ai interviewé ses fans, à défaut d'elle. J'ai vu le concert et j'ai interviewé ses fans avant et après, qui sont dingues, qui font des kilomètres, qui sont tatoués. Enfin, elle a réussi à créer quelque chose. Et enfin, Jean-Pierre Pernaut, qui a quitté son fauteuil après presque 33 ans à TF1 et au journal de 13h. Qu'est-ce qu'il vous évoque? Jean-Pierre Pernaut, pour moi, enfant né en 1989, c'est une figure. C'est comme Poivre d'Arvor ou Claire Chazal ou Evelyne Delia. Voilà, j'ai grandi avec lui. Enfin, quand je le croisais à TF1, LCI, c'est toujours bizarre parce que ces gens qu'on a tellement vus, on a l'impression de les connaître. On les a tellement vus et tellement longtemps. C'est toujours impressionnant. Après, je faisais pas partie des gens qui regardaient les éditions ces dernières années, parce que c'est vrai que 13h, c'est pas mon heure pour regarder les journaux. Les petits sujets étaient super beaux. Je trouve ça hyper bien de valoriser le patrimoine de la France, mais moi, c'est pas ce qui me passionne d'aller regarder, mais il arrivait quand même à avoir un nombre de téléspectateurs hallucinant, à continuer à faire des records. Enfin, c'est une figure journalistique incontournable de notre pays. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais fait un sujet avec la chanteuse Guy qui s'amuse un petit peu à se moquer de lui dans une de ses chansons. Et je lui en avais parlé, Pascal lui en avait parlé à l'antenne, et il avait pris ça avec beaucoup d'humour, tout en n'étant pas du tout dupe que Guy se moquait un petit peu de lui. Mais il a pris ça avec humour, avec élégance. On avait fait un petit selfie dans les coulisses de LCI, tout à fait sympathique. Nino ou Attic? Super difficile, ça. Oh là là. J'ai plus écouté Nino, je crois. La chanson La vie qu'on mène m'a vraiment transportée. Les reprises au piano. Mais voilà, c'est kiff-kiff parce que je suis fan ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est vrai que Nino, il y a certaines de ses chansons qui m'ont plus touchée. Alors ensuite, M. Pokora ou Soprano? C'est dur parce que j'ai adoré les deux. Mais Soprano, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai fait plein de demandes d'interview et je ne les ai jamais eues. Donc, je suis fâchée. On va dire M. Pokora. M. Pokora, elle est super. J'étais fan à Popstar. J'ai acheté tous ses albums. Et ma sœur l'avait rencontré dans un bar à Paris à l'époque où je n'étais pas parisienne. Il lui avait signé un autographe pour moi qui est encore collé sur ma chambre d'ado chez ma mère. Et quand je suis arrivée à Paris, j'étais en stage à France Inter. Je l'ai croisé dans la rue. Il a été hyper sympa. On a un peu parlé, je l'avais fait en interview par téléphone quand j'étais stagiaire à Sud-Ouest et j'ai fini par enfin le faire en interview quand j'étais LCI. Donc c'est un peu comme Nolwenn Leroy, c'est une espèce de long fil que je tire, sauf qu'au début je l'ai croisé plusieurs fois. Et je suis impressionnée. Et je me souviens, j'étais hyper triste. À un moment, sa carrière a eu une descente après son album en anglais. Et c'est à ce moment-là que je l'avais interviewé par téléphone. Parce qu'en fait, mon collègue de Sud-Ouest n'avait pas envie de l'interviewer. Il s'en foutait. Je lui dis, mais moi, s'il te plaît, j'ai trop envie. Donc, j'avais fait l'interview par téléphone et je lui avais dit, là, vous faites une tournée d'été avec la Française des Jeux. C'est pas trop dur, c'est un peu dégradant. Il m'avait dit, mais pas du tout. Et je m'étais dit, ah, le pauvre, ça y est, il fait la tournée de la Française des Jeux. Sa carrière est finie. Et quand je vois comment il s'est relevé de ce passage à vide, parce qu'en fait, une carrière, c'est ça aussi, des passages à vide. Je me dis, mais quelle intelligence et quelle force. Donc, puis il a l'air tellement humain, là, il est encore parrain du Téléthon. Enfin, puis je l'ai rencontré, c'est vraiment une belle âme, quoi. Et enfin, Slimane ou Vianney? C'est dur parce que j'ai rencontré les deux, et les deux sont d'une gentillesse extrême. Je vais dire Slimane, parce que Slimane, sa voix, elle me fait un truc fou, quoi. C'est que je trouve que quand il chante, il donne tout. Je l'ai vu 2 ou 3 fois en concert, il n'y a jamais une fausse note. On dirait qu'à chaque fois qu'il chante, il joue sa vie. Il me touche, c'est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs français du moment. Merci beaucoup, Binti Diallo, d'avoir accepté notre invitation pour l'entretien. On vous retrouve donc sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous retrouverez vos EP. Sur votre chaîne YouTube également, Bintili Musique, et sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, et peut-être, qui dit, bientôt à la télévision ou à la radio. Merci beaucoup, Bintili, pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur les antennes d'AR1. L'info se poursuit sur nos réseaux sociaux, AR1 Info. Merci et à bientôt sur AR1. Je te connais par cœur, comme si je t'avais toujours connu. T'es ma meilleure amie, mon âme sœur. Avec toi, je suis dans le bonus. Entre nous, c'est physique. Comme la street, tu m'as dit comme un aimant.
T'es la plus belle de toutes mes musiques. T'es la brique et t'es le ciment. Viens, on se taille, on va voir ailleurs, on va vivre une autre life. La semaine prochaine sur les chaînes du groupe AR1. Retrouvez dimanche à 10h votre journal présenté par Steven Com. Il reviendra sur l'actualité de ces derniers jours. Vous pourrez également retrouver vos reportages magazines dans cette édition. Rendez-vous donc ce dimanche à 10h pour le journal sur AR1.